Et bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Magi. Donc une vidéo, ça fait longtemps déjà, parce que je sentais que j'avais pas grand chose à dire ou à apporter. Mais donc récemment je me suis replongé un peu dans ce chapitre-là de prépa qui est un peu mal aimé, qui est le calcul différentiel. Et je me suis dit que effectivement on va essayer de le rendre un peu moins mal aimé, un peu moins mal compris. Aujourd'hui, je vais parler du théorème central qui est dans ce chapitre, qui est le théorème d'optimisation sous contrainte, voilà, qui est lui, étant le théorème central de ce chapitre, il est lui aussi mal compris et mal aimé, et voilà. Donc on va essayer de faire des efforts pour le rendre un peu mieux. Donc, en quoi consiste ce théorème? Donc c'est un théorème de calcul différentiel qui parle des extrémums des fonctions quand on les optimise sur des lignes de niveau. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, prenons U en ouvert de Rn, super. Okay. On va prendre G, une fonction C1, et on va noter M l'ensemble de niveau 0. Donc en gros, M c'est l'image réciproque de 0 par G. Ok. Et donc si une fonction f qu'on veut optimiser vérifie les conditions suivantes, donc qu'elle est différenciable en un point A de M, et qu'elle admet un extrémum local en ce même A. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié aussi un truc très important, donc là, petite coupure dans la vidéo. Ici, l'extrémum local, c'est pas f qui vérifie l'extrémum local, qui a un extrémum local, c'est f restreint à m, qui admet un extrémum local. Voilà, ça c'est très important. Voilà, normalement je le dis dans la suite. Mais voilà, je dis dans la suite qu'on essaye d'optimiser sur M, mais voilà, ça c'est cette condition-là qui est importante. Eh bien, alors la différentielle, et alors aussi, condition supplémentaire, pardon, si la différentielle de G en A, elle est non nulle, ce qui est la même chose de dire qu'elle est surjective, eh bien, il va exister un lambda dans R tel que on a cette relation de liaison là. Donc c'est à dire que les deux différentiels sont collinéaires en A. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, on va parler un peu des lignes de niveau et tout. Donc en gros, G c'est une fonction C1 super, qui va, donc imaginons, pour le dessin ici, je vais juste je vais prendre G égale la norme, enfin du coup la norme au carré. Ok. Tac. Et de R2, comme ça je vais pouvoir la dessiner. Donc si on regarde le graphe de la fonction, ça donne ça. Ça donne un truc comme ça. Donc là on a une espèce de parabole ici, là aussi, et là aussi on a une parabole, ok. Alors si on regarde du coup l'ensemble, non pas n-1 de 0 parce que ça va être débile, mais genre n-1 de, je sais pas, 1, disons. Du coup ça c'est l'ensemble des points de norme 1. Bon bah super, et ben en fait ce que ça va donner, donc ça va nous donner un petit cercle comme ça, qui va être le cercle unité, superbe, ok. Donc ça, du coup, c'est ce qu'on appelle une ligne de niveau, du coup c'est la préimage d'une certaine valeur. Ok, et donc qu'est-ce que le théorème dit? Il dit que si j'essaye d'optimiser une fonction sur ce cercle là, et bien, et que si je rencontre un extrémum, et ben en fait, alors on va penser en termes de gradient ici, parce que du coup comme on a des fonctions qui vont de Rn dans R, on peut juste prendre le gradient et c'est équivalent à connaître la différentielle. Donc si je regarde le gradient de ma fonction f en le point A, minimisation, et donc imaginons que le point A il est là, ok. Du coup ça c'est l'image de A, mais imaginons que le point A il est là. Et ben le gradient, en fait, le gradient de f il va être collinéaire au gradient de n. Et le gradient de n, et ben en fait il va juste vers l'extérieur comme ça, tac. Donc en fait le gradient de f il est sur, globalement il est collinéaire à celui-là. Voilà. Donc maintenant on va essayer de montrer / motiver ce théorème, parce qu'on a du mal à comprendre d'où sortent toutes ces conditions là. Donc typiquement, d'où sort cette collinéarité, et d'où sort surtout ce truc là, ce différentiel de A de G différent de 0, d'où ça sort, pourquoi on a besoin de ça, on comprend pas très bien. Donc on va faire le théorème. On va essayer de le montrer. Mais pour ça, on va devoir. Je vais d'abord motiver un peu la preuve avant de vraiment passer à la démonstration. Donc, on va reprendre M.
ok, donc qui est égal à toujours g-1 de 0. Et on va prendre m, enfin on va prendre g de telle sorte que m en gros soit une sphère, juste pour qu'on... Donc on va prendre m la sphère, ok, donc ça c'est m. Donc ça c'est inclus dans R3. Bon, alors du coup, donc nous dans notre théorème, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'optimiser une fonction f du coup sur cette sphère là. Alors, et donc au final ça nous dit que l'extrémum est atteint lorsqu'on a collinéarité des différentiels. Ok, donc de la différentielle qui donne la ligne de niveau et de la fonction f. Pourquoi ça? En gros, donc, on sait que quand on a f une fonction qui est différenciable et qu'elle atteint un extrémum local, donc f une fonction de, je sais pas, de u dans R, où u c'est un ouvert, de Rn, et ben on sait que lorsqu'elle atteint un extrémum, bah ça c'est assez connu, hein, la différentielle de a en f, bah, elle vaut 0. Voilà. Donc quand elle atteint un extrémum, bah, on a ce truc là, c'est pas une condition suffisante évidemment, parce que il y a l'exemple des points cell, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est une condition nécessaire à avoir d'extrémum. Donc, en reprenant cette idée-là, alors ça marche pour des fonctions qui sont définies sur des ouverts. Hein. Ça, c'est vraiment important, ça c'est sur des ouverts. Mais imaginons qu'on reprenne cette idée-là, du coup, pour une fonction qui est définie sur la sphère, du coup, enfin qu'on essaye d'optimiser sur la sphère. Donc si A c'est un extrémum local, donc on va dire un minimum par exemple ici, et bien si je me déplace dans cette direction là, bah, je peux que augmenter f, et si je me déplace dans cette direction là aussi, donc en gros la différentielle sur la sphère de la fonction, et ben elle va être 0 en fait, c'est un peu le même argument qu'on a avec justement ici, c'est-à-dire que si on se déplace un tout petit peu dans la direction, dans une direction tout en restant sur la sphère, et bien on va globalement pas changer beaucoup puisqu'on est sur un extrémum. Et donc en fait c'est l'idée. Et donc toute l'idée de la preuve ça va être de exploiter en gros, enfin déjà définir ce que ça veut dire et puis exploiter qu'est-ce que ça veut dire que la différentielle de f en A restreint à m veut dire. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe si je prends si justement j'évolue, enfin je prends comment dire, la différentielle de la fonction f où on évolue seulement sur le sous-ensemble m. Et donc l'objectif ça va être de définir ce que c'est que ce truc et de montrer ça. Et en montrant ça on montrera le théorème. Bon alors le truc bien c'est qu'on sait comment se déplacer sur des sous-ensembles particuliers de l'espace euclidien Rn tout simplement. On sait comment faire. Normalement il y a ça au programme de prépa. C'est les espaces tangents. Donc l'espace tangent au point A à M, à un sous-ensemble M, bah, c'est juste l'ensemble des dérivés des chemins qui parcourent M. Et qui parcourent M et atteignent A en 0. Donc c'est l'ensemble des trucs comme ça. En gros. Hein. Donc c'est gamma 0 égale A et gamma c'est 1. Voilà. Donc ça c'est l'espace tangent AM en A. Voilà. Donc en fait, donc notre différentiel de A à F restreint à M égale 0, qu'est-ce qu'on va lui faire dire? En fait, on va dire que on va interpréter ça comme la différentielle de A en F appliquée à un vecteur V dans l'espace tangent à M égale 0. Donc ça c'est très facile à... Enfin, je veux dire, ça c'est assez simple à montrer en réalité si si A c'est un extrémum de F, ça c'est assez facile à montrer. Pourquoi? Je vais vous le faire rapidement, mais c'est la même preuve que en général. On prend juste un chemin quelconque, donc on va prendre gamma, un chemin qui vérifie tout ça. On fait f rond gamma, prime du coup de 0. Ça du coup on sait que c'est égal à 0 parce qu'on a un minimum local sur M. Et du coup ça en fait, sauf que ça par la règle de la chaîne, ça va juste être DAF de gamma prime de 0. Et donc ça veut dire que tout simplement si j'applique n'importe quel DAF à n'importe quel vecteur de TAM, ça donne 0. Donc effectivement la discussion qu'on vient d'avoir est vraie. Maintenant on aimerait dire que en fait les vecteurs dans TAM, on aimerait les relier à la fonction G, parce que nous au final ce qu'on veut c'est ça. Vous voyez? Et le fait est que pour l'instant on n'a pas utilisé que M c'est G-1 de 0. Donc on va le faire. M c'est G-1 de 0. Ok.
qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, c'est-à-dire que si on se déplace sur M, bah, la valeur de G ne change jamais, enfin par définition, quoi, c'est toujours 0. Donc, si on se déplace, comment dire, si on se déplace sur M, la valeur de G, de petit g ne change pas, et donc c'est-à-dire que globalement, la dérivée de ce genre de chemin-là, enfin ce genre de chemin-là, plutôt, bah il va être constant, égal à 0. Donc en gros, l'idée qu'on va avoir, c'est que, et si t à m, c'était pas le noyau de la différentielle de g. Et c'est un peu logique en réalité, parce que du coup, quand on se déplace localement près de A en M, donc là, imaginons, je vais reprendre notre sphère, c'est A, ok. Donc, sur la sphère, c'est assez clair. Si on se déplace sur la sphère, et qu'on regarde le vecteur tangent ici, et bien en fait, on regarde même le plan tangent, le plan tangent, il se trouve que, on peut le calculer, le plan tangent, il va toujours être orthogonal à ce vecteur-là. Et donc en fait, du coup, c'est bien un exemple de notre résultat, c'est-à-dire que comme ce vecteur-là, en fait, c'est le gradient de la norme, et du coup, ça nous donne bien le résultat, c'est-à-dire que l'espace tangent en A, c'est bien le noyau de DAG, donc en gros, c'est tout ce qui est orthogonal au gradient. Et donc c'est bien ça. Ok. Donc du coup, on va montrer ce truc. Que notre espace tangent, là, c'est égal à ça. Et alors, donc là, c'est le moment où du coup, donc la preuve entière n'est pas de niveau tout à fait prépas, c'est pour ça qu'on la fait pas. Mais il y a une partie qui est plutôt simple, et l'autre partie, une fois qu'on a le gros théorème, on peut trouver l'idée. Donc, le sens simple, du coup, je crois que c'est celui-là. Donc on va le faire lui. Ok. Donc on va prendre V, un vecteur de l'espace tangent à M. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le V c'est gamma prime de 0, avec gamma de 0 égale à A, gamma machin, voilà. Ça vit dans M, c'est important, et c'est C1. Ok. Bon par le même argument que tout à l'heure, G G rond gamma prime en 0, ça vaut 0. Pourquoi ça vaut 0? Parce que du coup, J rond gamma, c'est une fonction constante. Voilà. Et puis ensuite, la règle de la chaîne va nous donner ça. Et ça, c'est égal à DAG de V. Donc on a bien que V est dans le noyau de DAG. Ok, super. Premier sens fait. Ça, c'est pas très compliqué. Le sens compliqué, c'est celui-là. Donc, ce sens-là, il va requérir de nous de faire quelque chose d'un peu compliqué, qui va être de construire un truc. Donc, je crois que c'est ça, oui, voilà. Donc, prenons V dans le noyau de DAG. On veut construire... Alors, on va construire du coup gamma, un chemin, comme ça, là, qui vérifie ça et ça. Et alors, ces deux conditions-là sont pas très dures, honnêtement, elles sont pas très dures à avoir, parce que il suffirait juste de prendre un chemin, juste un chemin affine, quoi, vous voyez, en ligne droite, et on pourrait avoir ces deux conditions-là. Le problème, c'est ça, c'est que ça doit vivre dans M. Et M, on sait pas trop comment ça marche. Par exemple, M, quand c'est la sphère, la ligne droite, ça va pas marcher, quoi. Donc, alors, du coup, il faut construire un chemin gamma, mais avec la condition que ça doit rester dans M, donc c'est quand même compliqué, quoi. Et parce qu'on sait pas trop à quoi ça ressemble M. Et alors, donc c'est là qu'on va devoir utiliser un outil un peu puissant. Mais d'abord, j'aimerais juste donner l'intuition de pourquoi on va le faire. En gros, par exemple sur la sphère, vous voyez, alors on peut pas se repérer de manière très orthodoxe sur la sphère, mais on a quand même un moyen plutôt pratique qui s'appelle les coordonnées polaires, enfin sphériques, pardon. Θ et phi, où du coup, juste avec la donnée de ces deux nombres réels là, je peux vous trouver un point, tac, sur la sphère. Et donc, on peut écrire des fonctions qui, genre des chemins sur la sphère, uniquement en utilisant θ et phi. D'ailleurs, ce serait une manière, enfin, si m égale la sphère, c'est un petit exercice de trouver un bon gamma qui fait ça.
Ok. Bon. Bon, mais c'est pas le sujet en général. Mais du coup, sur la sphère, ce qui nous permet de faire les choses, c'est qu'on a une autre manière de décrire les points sur la sphère, et qui du coup rend pratique l'écriture de tel chemin. Donc en gros, on a des coordonnées sur la sphère. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est pareil. C'est qu'on va vouloir mettre des coordonnées sur M, des coordonnées qui rendent facile l'écriture des chemins. Qui restent dans M, hein, évidemment. Donc, pour ça, en gros, on aimerait bien... donc là, en fait, quand θ et phi, du coup, ces coordonnées-là, on voit... Il y a un truc qu'on voit assez facilement, c'est que quand on bouge θ et quand on bouge phi, ça change pas du tout notre... Alors, en fait, je vais même mettre les coordonnées sphériques complètes. Donc, et du coup, quand on bouge juste sur la sphère, qu'est-ce qu'on fait? On fixe juste r égale 1 et on bouge θ et phi. Donc en fait, on aimerait faire un peu pareil. On aimerait construire des coordonnées telles que si... donc des coordonnées dans notre espace Rn, telles que si on fixe juste un membre, et en fait on reste justement sur la surface de niveau m égale g-1 de 0. Donc en gros, si on fixe une coordonnée, on fixe la valeur de g, et puis ensuite on peut se déplacer un peu comme on veut, et là on pourra avoir ce qu'on veut ici. Ok. Donc en gros, ce qu'on aimerait faire, c'est une espèce d'inversion de la fonction g. Donc en gros, je vais vous donner juste l'idée de la fonction qu'on veut. On aimerait une espèce de fonction qui nous prenne un point de Rn, qui nous donne un point de Rn, tac, et qui, disons, inverse g comme ça. Et puis ensuite, on a le droit de bouger où on veut. Donc en s'inspirant un peu des coordonnées sphériques, ok. Donc on aimerait une fonction qui fait ça, sauf que g elle est pas forcément inversible, enfin petit g elle est pas forcément inversible, donc on n'a pas le droit d'écrire ça, mais on va voir que en fait on peut écrire quasiment la même chose. Donc maintenant place au théorème qu'on va utiliser, ça va être le théorème d'inversion locale. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il est pas très compliqué en plus. Mais la preuve est un petit peu complexe, donc on la fait pas en prépa. C'est la chose suivante. Si je prends une fonction f du coup de u qui va être un ouvert de Rn dans Rn lui-même, telle que elle est C1, sa différentielle en un point A elle est inversible. Alors il existe un voisinage ouvert de A tel que f induise un difféomorphisme comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc difféomorphisme, je rappelle, c'est une fonction qui est C1, bijective, et dont la réciproque, elle est C1 aussi. Donc voilà. Et donc ça c'est donc qu'est-ce qu'on a ici du coup? On a que on peut restreindre le domaine de f de manière à ce qu'on ait un difféomorphisme sur son image, hein, bien sûr. Ok. Donc ça c'est l'outil qui va nous permettre d'inverser petit g dans nos coordonnées. Donc on va poser. Maintenant qu'on sait faire ça, on pose g qui va de. Alors. On va prendre de U dans Rn, et à X, on va donner, en fait on va faire la même chose que tout à l'heure, mais sans inverser G. Donc on va écrire ça comme ça. Tac. Donc, voilà. Alors maintenant, il suffira juste de regarder maintenant on va voir si le différentiel de ce truc est inversible pour utiliser le théorème d'inversion locale. Donc regardons le jacobien, c'est pareil de toute façon. Donc le jacobien c'est quoi? Alors là ça va être del g sur del x1 jusqu'à del g sur del xn, et là en bas ça va être identité n-1 et là c'est 0. Si vous ne croyez pas, faites le calcul. Oui non en plus, attendez. Non si c'est le bon calcul. Oui donc si vous ne croyez pas vous pouvez faire le calcul du coup, mais ça donne bien ça. Et alors, c'est là que l'hypothèse qu'on a dit que la différentielle de A en F elle était non nulle, ça c'est important. Pourquoi? Parce que du coup ça veut dire que il existe
une coordonnée, donc il existe un del G sur del XI en A. Oui, d'ailleurs tout ça c'est en A, pardon. Donc du coup c'est quoi? C'est del G sur del XI qui est non nul. Ça implique ça. Et donc en fait, quitte à permuter les coordonnées, on va supposer que c'est le x1, ok, sans perdre de généralité. Si c'est pas le x1, bah, on peut toujours permuter, enfin genre changer la définition de notre fonction ici et c'est pas très grave. Ok. Donc J à G inversible. Donc inversion locale, comme on vient de dire. On peut trouver un V inclus dans, du coup, comme ça. On va l'appeler U' plutôt ici. Non, attendez. Non, si voilà, si on va trouver un V inclus dans U, tel que du coup G soit un difféomorphisme comme ça, sur son image. Ok. Maintenant, on va noter un truc, c'est que. Notons que. Oui, ça c'est censé être un difféomorphisme. J'ai pas écrit difféomorphisme, mais voilà, ça veut dire difféomorphisme. Donc notons que. Qu'est-ce qu'on va noter? Oui, voilà. On va remarquer que 0 A2 AN appartient à G de V. Pourquoi? Bah, tout simplement, on va juste faire G de A et on regarde ce que c'est G de A. Et ça donne bien ce qu'on veut en fait. Parce que du coup, on sait que petit g de A c'est égal à 0, puisque A, dans cette histoire, A il est où? A il appartient à M, qui est bien la ligne de niveau 0. Donc, ok, ça appartient à G de V. Et G de V est ouvert. Enfin, ça c'est relativement évident que c'est ouvert, puisque du coup, G c'est un difféomorphisme, donc en particulier un homéomorphisme, donc bah, du coup V est envoyé sur un ouvert. Ok. Et V c'est un ouvert. Hein. Donc on va choisir un voisinage. Donc on choisit V' inclus dans Rn-1 tel que V' croix 0 est inclus dans G de V. Alors donc ça c'est juste une astuce de manière à ce qu'on puisse juste prendre le... Enfin c'est juste une... Enfin c'est pas une astuce pardon, c'est juste une écriture pour qu'on... Ah oui pardon c'est pas V' croix 0 excusez-moi, c'est 0 croix V'. Ok, ça c'est juste une écriture pour se restreindre à l'espace qui nous intéresse, parce que nous en fait ce qu'on veut c'est rester sur l'espace de niveau 0. Et l'espace de niveau 0, par cette fonction là, bah en fait ça va être l'image réciproque de tout ce qui a 0 en première coordonnée et n'importe quoi dans les autres coordonnées. Et donc comme on voulait construire un chemin sur M, qui est l'espace de niveau 0, et bah du coup c'est pertinent de regarder ce truc là. Ok, donc alors maintenant je vais effacer ça, et on va pouvoir construire notre gamma. Alors du coup notre gamma, qu'est-ce qu'on va faire? Donc oui, ok, d'abord, avant de construire un gamma, on va poser un U. Ça va être la différence, donc ça va être différentiel en A de grand G appliqué à V. Ok, vous allez voir pourquoi on fait ça, ça va devenir clair par la suite, mais voilà. Et gamma, on va poser que ça va être égal à, gamma de T va être égal du coup à, alors, 0, oui, c'est ça, 0, attendez. Non, pardon, ça, non. Ça va être égal du coup à TU1, A2 plus TU2, etc. AN plus TUN. Ok, donc là c'est notre gamma de T. Non, excusez-moi. Et ensuite on fait G-1 de tout ça. Et pourquoi on a le droit de faire ça? Parce que pour T assez petit, A2 plus TU2, etc. Eh bien, bah en fait tout ça, ça appartient à 0 croix V'. Et 0 croix V', on a dit que ça a été inclus dans G de V. Donc c'est ok. Donc pour T assez petit. Donc on peut définir ça pour T assez petit. Ok, très bien. Et ben maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Et ben on va juste voir si notre gamma satisfait les bonnes propriétés. Donc gamma de 0, c'est égal à G-1 de 0 du coup, A2 machin, à N.
Bon, ça, on sait que c'est l'image de A, donc ça va donner A. Pas de problème. Première condition vérifiée. Deuxième condition. Gamma prime de 0 égale V. Alors là, on va devoir faire le calcul, mais du coup, gamma prime en T, alors par la règle de la chaîne, du coup, ça va être égal à la différentielle en gamma de T de G-1, pardon, pas gamma de T, on va appeler ce truc là état, là, ok, ce qui est à l'intérieur, on va l'appeler état, pour se simplifier un peu la vie. Donc, ça va être état de T G-1, état prime de T, ok. Bon, superbe. Bon, maintenant on va évaluer ça en 0, pour voir ce que ça donne. Alors. Bon, du coup, on sait que état de 0, on sait à quoi ça ressemble. État de 0, c'est juste 0, A2, AN-1, ok. Et là, du coup, état prime de 0, on sait aussi à quoi ça ressemble. Bah, c'est U, quoi. Tout simplement U, ok. Et alors maintenant, bon, on se retrouve avec ce truc-là, on sait pas trop ce que ça veut dire. Mais, si on se souvient de la règle de la chaîne et aussi d'un autre truc qui est la formule qui permet d'inverser les... Enfin, comment dire, la formule qui donne l'inverse de la dérivée de l'inverse d'une fonction, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Donc en gros, qu'est-ce que... Donc ça, c'est pour des fonctions réelles. Hein. Là, c'est-à-dire que f-1 prime, on sait que c'est 1 sur f rond f prime, je crois. Je crois que c'est ça. On va voir. Ouais, c'est un truc dans le genre. Et ben en fait, il y a un analogue à ça dans avec les différentiels. Comment on l'obtient? Bah, c'est très simple. On fait différentiel A de G, rond différentiel en... attendez, non, pardon. On regarde la différence... Voilà, on regarde la différentielle de ça. Et donc ça part de G-1, donc ça part d'un point B, disons. Ok, donc ça c'est égal à l'identité de je sais pas moi, de G de V. Et si on développe ça avec la règle de la chaîne, du coup, ça va nous faire D, G-1 de B, G, rond, D, B de G. Et ça c'est égal à l'identité. Et donc en gros, qu'est-ce qu'on en déduit? Ben, on en déduit que la différentielle de G-1 en B, c'est égal à différentielle de G en G-1 de B, le tout moins 1. Donc il suffit de déplacer cette égalité là et on a ce qu'on veut. Si on fait le calcul et qu'on applique ça ici, on se rend compte que bah, du coup ça c'est juste égal à la différentielle en A de G moins 1 de U. Ah mais attendez, U c'était différentielle A de V. Donc en fait ça c'est juste V. Donc ce petit truc là c'était juste pour qu'on... après être passé au difféomorphisme, on obtienne le bon vecteur vitesse. Sinon, on aurait un vecteur vitesse un peu différent. Bon, après, c'est pas très grave, parce que tout ça, c'est des... parce que ce machin-là, du coup, c'est un isomorphisme, parce qu'on vient d'inverser. Mais voilà. Ok, donc deuxième condition réunie, gamma prime de 0, c'est bien égal à V. Ok, donc maintenant, reste la dernière condition. Le chemin doit vivre dans M. Et alors, juste qu'on se rappelle, hein, donc G, ça donne ça, ok? Et on peut, par un calcul, montrer que... Enfin, le calcul est pas très compliqué et assez intuitif. Enfin, même là, on le voit intuitivement. G-1 de Y va appartenir à M si et seulement si, bah, du coup, Y1 égale à 0. Enfin, c'est assez clair, quoi. Parce que ici, du coup, ça va nous prescrire la valeur de J. Ok. Et c'est ce qu'on faisait quand on regardait, du coup, G-1 sur... Enfin, quand on a dit qu'on avait 0 croix V' inclus dans GV, c'était justement pour pouvoir voir si ça avait l'air cohérent, justement, de faire des chemins à première coordonnée fixée. Et bah oui, ça marche, parce que tout ça, c'est dans GV. Ok. Mais alors maintenant, notre chemin, là, gamma t, que je vais rappeler ici, donc gamma t, c'était G-1 de TU1, et là, c'est A plus AI plus TUI, je vais mettre, parce que j'ai la flemme d'écrire la suite. Et du coup, U, on avait dit que c'était DA-G de V. Bah, pourquoi ce chemin-là, du coup, c'est l'image réciproque d'un truc à première coordonnée nulle? Bah, alors, il faudrait en fait que du coup, U1 soit égal à 0. Bah, on va voir ici, du coup, U, c'est la différentielle A-G de V. Ok.
Bah alors qu'est-ce que ça veut dire ça du coup? Donc en fait on peut écrire la jacobienne, ça va être plus simple ici. Donc U, ça, du coup ça veut dire que ça va être cette jacobienne là fois ce vecteur là. Ok. Et alors, du coup, maintenant on regarde la première coordonnée, ok? Ça veut dire que U1, c'est la somme des del J sur del XI en A, oui tout ça c'est en A, pardon, excusez-moi, fois VI. Et attendez, VI, il était dans le noyau de la différentielle. En fait, il était dans le noyau de la différentielle. Et il se trouve que bah, la différentielle de A en G appliquée à V, bah en fait c'est exactement égal à ça. Enfin ça c'est pour le coup c'est une formule je crois du cours de différenciabilité qui permet d'écrire la différentielle comme ça. Donc en fait, ça c'est égal à la différentielle de A, G appliquée à V, et donc première coordonnée du coup. Non pardon, c'est pas la première coordonnée, c'est juste la différentielle de A appliquée, différentielle de G en A appliquée à V. Ok, mais du coup ça c'est égal à 0. Donc ça c'est égal à 0. Et donc gamma de t appartient bien à M. On a gagné. Donc notre chemin gamma de t qu'on a construit en considérant des coordonnées un peu plus clémentes pour notre ensemble M, et ben elle vérifie bien toutes les conditions. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, au final, on a bien V qui appartient à l'espace tangent en M. Donc voilà ça. Et alors maintenant on va finir, on va terminer notre argumentaire. Pourquoi? Parce que en gros, nous on sait que la différentielle de AF en V c'est égal à 0 pour V dans l'espace tangent. Ça on l'avait montré tout à l'heure. Mais sauf que l'espace tangent c'est le noyau de la différentielle de G. Donc la différentielle de G, enfin le noyau de la différentielle de G, il est dans le noyau de la différentielle de F. Et alors, un petit exercice classique d'algèbre linéaire montre qu'en fait, ça veut dire que la différentielle de A en F et la différentielle de A en G... Ah oui, d'ailleurs, enfin, excusez-moi. Ces deux machins-là sont des formes linéaires, donc en fait, là, il y a égalité des dimensions. Donc en fait, c'est encore plus simple que... Pardon, c'est encore plus simple que ce que je disais. Donc là, il y a égalité des dimensions. Donc en gros, enfin là, on peut assez vite, en prenant une base adaptée, on peut assez vite voir qu'en fait, les deux vont être collinaires. Donc en fait, on a bien ça. Voilà. Donc on a bien fini la preuve du théorème d'optimisation sans contrainte. J'allais dire le mauvais nom. Ok. Et donc c'est toute une histoire. Donc en gros, la philosophie générale de ce théorème, c'est que bah, quand on optimise sur une surface donnée par une fonction différenciable et suffisamment régulière, et ben quand on atteint, enfin globalement, on a toujours cette histoire de bah, si on a un minimum, alors la différentielle est égale à 0, sauf qu'on le transpose sur la surface. Et du coup, ça veut dire que la différentielle restreinte à la surface, donc c'est ce qu'on avait dit ici, elle vaut 0. Et comme la surface elle est donnée par cette fonction-là, et bien du coup, ceci va venir du coup.